Et là j'avais massé les tris, j'espère que vous allez bien, j'ai la voix cassée. Ah oui, je suis très malade, je vais très mal, ayez pitié de moi. Cette vidéo, ça va être une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude parce que c'est un thème un petit peu plus compliqué. C'est surtout un thème qui me touche. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On va parler de la relation à l'enfant, de la violence dans l'enfance, de la maltraitance, C'est pas chouette comme sujet, je suis désolée, je sais pas pourquoi je fais C'est un thème qui est vraiment hyper important pour moi en tant que maman, mais aussi en tant que personne qui a, entre guillemets, bon je suis pas une enfant maltraitée non plus, mais qui a entre guillemets subi des violences étant plus jeune, étant petite, étant enfant, des violences aussi bien psychologiques que physiques. Et j'ai toute une théorie sur le sujet, en tout cas j'ai tout un point de vue qui ne concerne bien sûr que moi, mais avant de commencer la vidéo, je vais vous parler du manga Transparente de Jun Ogino. Jun Ogino est un mangaka qui a reçu plusieurs prix, dont le prix du jury au Jump SQ Comic Grand Prix. C'est quand même bien, c'est Jump. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Transparente, c'est une jeune fille qui n'en peut plus des violences quotidiennes qui rythment sa vie à cause de son père. Papa violent égale sujet sensible, et c'est ça que je trouvais vraiment hyper intéressant dans ce manga. Je pense pas avoir déjà vu un manga qui mettait autant en avant et au centre de l'histoire les violences domestiques. Ça arrive effectivement d'avoir un personnage secondaire qui en subit ou qu'un épisode en parle une fois, mais là c'est vraiment genre 4 tomes entiers qui vont parler de ça, de tout l'aspect psychologique qui vient derrière. On rentre vraiment dans le cerveau de Ayaki no Miya, qui est la jeune fille en question, qui est une toute petite fille, hein, elle a 9 ans à la base. Et sa vision du monde est totalement biaisée à cause de sa relation avec son père qui est violent. Mais c'est pas tout, après elle va développer un don assez particulier. Elle a du jour au lendemain le pouvoir de devenir transparente, voire invisible. Dans un premier temps, elle kiffe sa life. Enfin, tout est relatif bien sûr, puisque c'est toujours aussi galère à la maison. Jusqu'au jour où elle craque et commet l'irréparable. Ensuite, après cet acte qu'elle aura commis et qu'elle n'arrivera, tu sais pas retourner en arrière. Je vais pas vous spoiler, mais tu sais pas retourner en arrière. Elle va essayer de vivre une vie normale, malgré son pouvoir et malgré ce qui s'est passé dans sa vie, et malgré tout son passé. Et je trouve ça hyper intéressant de voir vraiment tout l'aspect psychologique qui est mis en avant. C'est décortiqué dans son cerveau et on voit vraiment comment elle voit le monde extérieur. Franchement, en ayant lu le premier tome, je trouve vraiment que ça se voit à travers la manière dont tout est construit, que les violences domestiques, c'est un thème assez important pour l'auteur. Et je trouve ça plutôt cool, parce que c'est pas un thème qui est souvent traité, enfin je l'ai déjà dit ça. En tout cas, vous trouverez toutes les infos en cliquant dans le lien en description. Du coup maintenant on peut passer au centre de la vidéo qui est aussi en rapport avec du coup le manga hein, quelque part, donc ça c'est plutôt... S'il vous plaît, gardez vraiment à l'esprit que je vais parler de mon expérience personnelle, que je sais très bien que chacun a un vécu différent, mais moi c'est mon vécu, c'est vraiment de mon point de vue à moi que je vais m'exprimer, et mon but est absolument pas de blesser qui que ce soit, d'offenser qui que ce soit ou de faire genre je suis meilleure que qui que ce soit, parce que clairement je ne le suis pas, je suis meilleure de personne, ce n'est pas français ce que je viens de dire. Je parle principalement en tant que maman d'un petit poisson, un petit pois. Et je voulais juste dire avant ça aussi que je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas pédiatre, je suis pas médecin, j'ai pas élevé 50 000 enfants, hein. Momo c'est mon premier enfant, et mon vécu, voilà, c'est pas le pire du monde non plus, tu vois, j'ai quand même une sacrée bonne enfance, tu vois ce que je veux dire, enfin ma mère a tout fait pour que je sois la gamine la plus heureuse du monde, donc j'ai... Oh, ça m'a cessé. Je disais donc que j'ai été un enfant heureux et que je ne peux pas du coup parler au nom de toutes les personnes qui sont maltraitées, de toutes les personnes qui vont mal. D'ailleurs en parlant de personnes maltraitées en cette période de confinement, il y a des gens à qui j'avais pas pensé dans un premier temps, ce sont les gens qui sont obligés de rester chez eux alors qu'ils se font maltraiter, les gens qui sont dans une situation horrible alors qu'ils sont à la maison, peut-être avec des personnes violentes psychologiquement ou physiquement, donc juste une pensée pour ces personnes-là. Et je voulais juste dire, il y a un message qui circule sur Instagram qui m'a fort touchée. Le message c'était plus ou moins, il est interdit de sortir mais il n'est pas interdit de fuir. Je trouve que c'est un message assez fort, je trouve que c'est un message important. Et du coup, renseignez-vous sur internet, il y a plein de lignes téléphoniques d'aide. Je crois des trucs que tu peux même envoyer juste un SMS. Donc renseignez-vous si vous êtes dans cette situation-là. Et une pensée à toutes ces personnes-là. On vous aime. Pour être honnête avec vous, je pense que j'aurai pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire dans une seule vidéo, donc peut-être que j'en ferai plusieurs si j'en ai la force, mais le problème c'est que c'est un sujet qui me touche vraiment super fort. Je sais pas pourquoi, les enfants, ça m'a toujours hyper fort touchée. J'adore les enfants, d'accord? C'est trop mignon un enfant. C'est un être merveilleux.
c'est magique. Rien que d'en parler, j'ai les larmes qui montent. C'est pour vous dire. Donc si vous me voyez exagérer dans mes gestes, mes propos, si vous me voyez commencer à pleurer, c'est tout à fait normal. Je vais essayer de pas le faire, mais c'est tout à fait normal, d'accord? Donc si cette vidéo est incomplète, c'est normal également parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 50 minutes non plus. Pour moi, un enfant n'est pas une sous-personne, une sous-catégorie de personnes. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens considèrent les enfants comme une sous-catégorie d'êtres humains. Donc c'est pas encore vraiment un être humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit être humain. Genre, il y a beaucoup de gens qui considèrent les enfants comme des trucs bêtes ou des trucs auxquels on peut pas faire confiance. Je sais pas si c'est français, je sais pas si ça a du sens. Et c'est un jeu dans lequel je jouais également en étant plus jeune. J'avais souvent l'impression que comme on était plus jeune que moi, on était forcément moins intelligent et que comme on était donc plus jeune que moi, j'avais forcément une autorité sur la personne. Et en fait, je me suis rendu compte en grandissant que c'était faux et que la raison pour laquelle je pensais comme ça, c'était tout simplement parce que j'avais moi-même été traitée comme ça pendant une très très grande période de ma vie par certaines personnes. Tout simplement, c'était juste la normalité pour moi. En grandissant, je me suis rendu compte en fait que parfois on doit prendre du recul par rapport à tout ce qu'on pense être vrai et on se rend compte qu'en fait si on réfléchit par nous-mêmes, qu'on prend du recul et qu'on réfléchit vraiment avec une suite logique de réflexion, on en arrive très très facilement à la conclusion qu'en fait non, un enfant n'est pas stupide. Un enfant ne sait pas. C'est pas pareil, ne pas savoir ne veut pas dire que tu es stupide. Et pour moi, c'est déjà un premier pas vers la maltraitance de l'enfant et la violence. Pour moi, à partir du moment où tu considères ton enfant comme inférieur à toi et que tu te considères comme la figure d'autorité par rapport à ton enfant, je pense que c'est le premier pas vers la violence. Ça veut pas dire que tu vas être quelqu'un de violent avec ton enfant, mais ça veut dire que tu es plus enclin, parce que tu es dans ce cheminement de pensée, tu es plus enclin à être violent avec ton enfant parce que tu te considères automatiquement comme l'autorité et que tu as le droit du coup, et que comme ton enfant il est con, bah tu as aussi le droit de le maltraiter parce que les cons déjà, penser que quelqu'un est bête, c'est déjà une forme d'agressivité envers la personne. Enfin, personne n'aime les cons, tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis que quelqu'un est con, ça peut être affectueux en mode ouais t'es con et tout, mais on sait très bien que quand tu dis ouais t'es con, ça veut clairement dire c'est dédaigneux. C'est méprisant. Donc à partir du moment où il y a mépris, mépris dans le regard, mépris dans les mots, mépris dans le sentiment, je trouve qu'il y a maltraitance envers un enfant parce qu'un enfant en fait est beaucoup plus intelligent que ce qu'on pense. Un enfant ressent les choses beaucoup plus fortement qu'un adulte parce qu'un adulte il a beaucoup de pollution dans son système autour de lui, dans ses visions. T'as des gens qui restent hypersensibles toute leur vie et qui en souffrent parce qu'ils restent entre guillemets, et c'est pas du tout péjoratif la façon dont je vais le dire, mais qui restent entre guillemets des enfants parce qu'ils gardent cette vision très claire des sentiments des gens. Ils voient directement quand quelqu'un a un langage corporel dédaigneux, un langage corporel un petit peu violent, la personne va se sentir plus facilement touchée. Et c'est personnellement, je sais pas si c'est vrai, c'est un point de vue personnel, hein. Pour moi c'est ce que moi j'appelle l'hypersensibilité, c'est de se sentir vraiment très très fort touché par des choses qui sont très forts de l'émotionnel. Et je pense que c'est parce que les gens qui sont hypersensibles arrivent encore à voir clairement et ne pas être pollués par tous ces autres éléments sur le moment même, hein. Bien sûr qu'ils ont aussi ce genre de problème, mais par exemple un adulte, une grande personne, en tout cas quelqu'un qui n'est pas un enfant, va avoir une vision du monde où il va penser à ses taxes, il va penser aux courses, il va penser à ci, il va penser à ça, et finalement l'enfant, les sentiments de l'enfant ou les sentiments des gens, ce sera quelque chose de très secondaire. Mais pour un enfant, les sentiments, les expressions faciales, jouer avec toi, passer du temps avec toi, c'est primaire. Primaire, encore une fois, pas du tout dans le sens péjoratif parce que en fait c'est tout ce qu'ils ont, c'est les seules choses qu'ils ont à penser. Et je pense que les personnes hypersensibles, je suis pas psychologue, hein, j'invente, hein, ok, je pense que les personnes hypersensibles justement arrivent à faire abstraction sans le vouloir, de tous les problèmes qu'ils ont, de toutes les pollutions qu'ils ont, tous ces petits problèmes adjacents, ils arrivent à en faire abstraction et mettre les émotions comme le primaire plutôt que le secondaire. Et c'est les autres choses qui sont plus ou moins secondaires. Vous voyez? En fait, c'est un échange. Les adultes mettent les sentiments en secondaire, les émotions, les petites attentions, le regard, regarder quelqu'un en secondaire. Je parle de regarder quelqu'un parce que là tout à l'heure avec Momo, elle nous faisait un spectacle de danse et pour moi c'est hyper important de regarder mon enfant quand il danse, tu vois. Genre elle va danser 3 heures, je vais la regarder 3 heures parce que je sais
que c'est tout ce qu'elle a. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, que votre enfant, en fait, quand il a envie que vous le regardiez, c'est parce que vous êtes toute leur vie et que c'est tout ce qu'ils ont. Et que toutes les fois où toi t'es occupé, que tu peux pas passer du temps avec eux parce que t'as une vie et que c'est normal et qu'il faut pas vous en vouloir de ça. Encore une fois, j'essaie à zéro moment de culpabiliser les parents qui n'ont pas le temps de regarder leur enfant danser pendant 3 heures, chose que je peux tout à fait comprendre. Moi, j'ai le temps, donc je le fais. Mais c'est hyper important parce que toutes ces fois où vous devez tourner le dos à votre enfant pour des raisons X, Y ou Z, votre petit enfant, je sais pas un enfant de 6-7 ans, mais votre petit enfant, comme Momo, elle a 21 mois, donc dans 3 mois elle a 2 ans. Il ne comprend pas pourquoi vous le regardez pas. Pour lui, tout le reste est secondaire. Et vous, vous êtes primaire, vous venez en premier. Vous êtes la chose la plus importante dans le monde de votre enfant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, même si je peux comprendre et qu'à aucun moment j'essaie de juger les parents et tout, mais j'ai beaucoup de mal avec les parents qui sont saoulés par le comportement demandeur d'attention des enfants. Parce que pour moi, se comporter comme on est saoulé, comme si on était saoulé, qu'on le veuille ou non, hein, tu sais, comme si t'étais excédé, genre t'en as marre, c'est normal, tu rentres du travail, fille. Je vais pas te demander d'avoir l'énergie, de regarder ton enfant et tout, c'est tout à fait naturel. Je vous reproche absolument pas ça, d'accord? Je reproche rien à personne, je parle juste, je fais blablabla et vous faites ce que vous voulez de ce que je dis. Mes cheveux sont en train de m'attaquer. Quand vous allez faire oh mais j'ai pas envie de te regarder, là tu crois qu'on a que ça à foutre, il va se dire mais moi j'ai que ça à foutre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va se dire qu'il passe après toutes ces choses qui dans sa tête sont secondaires pour lui. Par exemple, vous devez aller travailler, vous avez pas le time, mais votre enfant il comprend pas ça. Donc lui, il va le subir sans que vous en rendiez compte et sans qu'il se rende compte comme une certaine forme de violence. Et le fait de toujours considérer son enfant comme quelque chose de secondaire, je veux dire, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas tout le temps être sur votre enfant à le regarder. Moi je sais que je suis obsédée par ma fille. Voilà, je le sais, on me l'a déjà dit. Je sais très bien que j'ai un mode de vie qui me permet d'être obsédée par mon enfant et qui m'handicape de par cette obsession. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et je suis certainement pas la seule dans ce cas-là. Mais je pense que déjà vous commencez votre relation avec votre enfant et c'est pas de votre faute, sur de l'énervement, sur de l'agacement et sur de la rancœur des deux côtés, parce que votre enfant il comprend pas pourquoi il n'est pas la priorité alors que vous êtes sa vie, que votre regard, le fait que vous le regardiez faire quelque chose, danser, même si pour vous c'est un truc bête, aussi ça aussi c'est une autre forme de voir l'enfant à rabais, c'est de considérer que ce qu'il fait comme vous savez le faire bien, vous trouvez que ce qu'il fait c'est nul. Je suis sûre que vous avez déjà entendu comme ça des gens dire ouais mais t'es nul, enfin t'as juste fait ça, t'es nul. Tu vois, un petit enfant, Momo quand elle danse, ça peut paraître hyper basique pour un adulte, les pas qu'elle fait, mais moi je sais qu'elle est hyper talentueuse et que c'est magnifique ce qu'elle fait et que c'est les meilleurs pas du monde. Je suis sûre qu'elle, tu vois dans sa tête parfois, elle est là et elle s'arrête sur la musique, elle réfléchit, elle dit bon ça va être quoi mon prochain pas pour les impressionner de ouf parce que mon papa et ma maman ils sont en train de me regarder, il faut que je fasse un truc de malade. Et alors elle commence à faire comme ça et nous, Moki et moi on est là en mode waouh mais Momo mais c'est trop bien, t'as fait un nouveau pas et tout. Mais je sais qu'il y a des parents qui, ou pas forcément des parents, enfin souvent les parents ils sont émerveillés devant ce que leurs enfants font, mais je sais qu'il y a des parents qui sont pas du tout émerveillés et qui sont là ça va, t'es fier, enfin c'est un peu de la merde ce que tu fais. Enfin je suis sûre que vous devez avoir déjà vu ça quelque part. Et quelque chose que j'aime pas non plus c'est que sur les réseaux sociaux c'est fort un running gag, tu vois. Je dis pas qu'on peut pas rire de ça, enfin tu peux complètement te foutre la gueule des gosses, c'est pas très grave, enfin je veux dire surtout quand c'est des gosses en général et quand c'est pas un gosse que tu vises en particulier. C'est un mème presque de dire que les gosses ils sont cons, que les gosses sont chiants, que les gosses sont débiles, que les gosses savent rien faire. Parce que c'est faux. En fait, ils savent faire beaucoup de choses. Donc oui, techniquement, c'est pas faux de dire que les gosses, ils savent pas faire grand chose. Mais en soi, toi, à leur âge, tu savais pas faire plus. Le fait que tu saches faire ça maintenant ne veut pas dire que eux, il faut les rabaisser par rapport au fait qu'ils ne savent pas encore le faire. C'est un peu bizarre ce que je raconte, hein. Je sais pas si ça a du sens. Donc ouais, je pense que la déception dans la relation entre le parent et l'enfant, elle commence déjà très tôt. Elle commence avec les premiers pleurs de l'enfant. Je pense quand l'enfant vient de naître, tu vois, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, il pète un câble et tout, enfin il a faim, il sait pas se faire comprendre, ça doit être affreux. L'enfant quand il naît, il sait pas voir, enfin il sait même pas réfléchir, il est là genre oh putain, tu vois ce que je veux dire, oh j'ai faim, qu'est-ce que je veux dire, il sait même pas qu'il a faim, il est en mode putain j'ai une sensation.
j'imagine, tu vois, imagine, vous êtes un enfant, vous êtes littéralement un blob. Et les parents, eux, ils viennent de rentrer à la maison avec un enfant qui pleure tout le temps, ils doivent tout apprendre à zéro. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait des parents qui soient excédés par ça. Moi-même, j'ai été excédée par ça, mais c'était hyper important pour moi que Momo ne le sente jamais, parce que moi, en observant, je sais pas, de l'extérieur, je me rends compte qu'en fait, c'est pas juste pour l'enfant et que de toute façon, c'est mon choix d'avoir fait un enfant. J'ai beaucoup de mal avec le raisonnement de les enfants c'est l'enfer. J'ai un problème avec ce raisonnement. Je peux comprendre qu'il y ait des enfants, c'est vraiment difficile parce tous les enfants sont différents et je peux clairement pas prendre mon cas pour une vérité absolue qui est valable pour tout le monde, parce que pour moi, Momo, elle est extraordinaire. Elle a fait ses nuits il y a 15 jours. Après tout ce qui a fait qu'elle restait réveillée à 3h du matin et tout, encore un an après et tout, c'est simplement le décalage horaire de quand on voyageait. C'est un enfant très facile, je trouve. T'as d'autres gens qui vont dire que Momo n'est pas facile. Moi, de mon point de vue, elle est hyper facile. Voilà. Donc, je peux clairement pas prendre mon cas pour une généralité, mais je trouve ça, personnellement, sans juger le cas par cas, les gens, les familles, les groupes, les mamans, je trouve ça injuste de dire que les enfants sont affreux. Parce que c'est ta décision de faire un enfant. Je trouve ça pas acceptable. Et encore, c'est pas très grave là ce que je vais vous donner comme exemple, mais c'est comme inviter quelqu'un chez toi et être fâché sur lui parce que tu l'as invité. Enfin, je veux dire, tu l'as invité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'invites pas des gens chez toi pour après dire oh putain, il faut vous faire à bouffer maintenant. Oh putain, quoi, tu veux utiliser les toilettes? Non mais tu te fous de ma gueule. Quoi, mais t'as renversé un verre? Oh mais putain, mais vous êtes insupportable. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, c'est pas normal. C'est pas quelque chose que tu ferais avec des invités, donc pourquoi est-ce que tu le ferais avec ton enfant alors que ton enfant, il a même pas demandé à être là? Limite, ton invité, il aurait pu refuser d'être là, mais ton enfant, il a pas demandé à exister à la base. T'es complètement responsable du fait qu'il existe, et je trouve que c'est une autre forme de maltraitance et aussi d'imposition de ton autorité en tant qu'adulte et être supérieur par rapport à l'enfant, alors qu'en fait tu l'es pas du tout. En fait, tu es complètement fautif, et ça c'est un point que je voudrais aborder juste après ça. C'est toi qui as fait l'enfant, c'est toi qui as pris la décision d'avoir un enfant. Je comprends pas et je vise personne personnellement, mais c'est juste vraiment de manière générale, arrêtez de faire genre les enfants c'est affreux, les enfants c'est horrible, nanana, à moins qu'on vous ait imposé les gosses, tu vois. Je comprends limite, t'as une copine qui vient chez toi, elle a 5 gosses, et elle te dit vas-y tu dois garder mes 5 gosses pendant une semaine, et ils sont tous insupportables, et tu sais pas comment t'en occuper et tout. Là je veux dire, c'est pas ton choix, les enfants voilà, c'est pas ton choix, c'est un truc, c'est un concours de circonstances. Mais ton enfant que tu as choisi de mettre au monde, je veux dire, il y a toute une démarche quand même derrière. Tu sais c'est quoi un enfant? C'est un être humain. Tu sais quand même que ton enfant, il va naître, il va pas commencer à marcher, à faire de l'algèbre, à jouer de la flûte et du violon, du piano, et à faire caca tout seul aux toilettes. Enfin, tu le sais quand même. C'est pas quelque chose qu'il faut t'apprendre. Parce que dans ce cas-là, je veux dire, excusez-moi de m'énerver, mais dans ce cas-là, c'est toi qui es con. C'est pas l'enfant qui est con. Enfin, l'enfant, il est pas fautif du tout. Je trouve ça injuste. Je sais pas. Je n'aime pas. Je trouve que c'est une maltraitance générale de la société envers les enfants, de leur reprocher d'être des enfants et de leur reprocher d'être nés. Tu vois, limite, c'est ça. Genre, toutes les fois où on fait genre, oh là là, même encore maintenant, avec le confinement, désolé, c'est une espèce de petit coup de gueule vite fait, tu vois. Mais avec le confinement maintenant, j'ai rien contre ces youtubeurs, attention, hein, mais je vois des youtubeurs qui font genre, petite pensée à tous les parents qui vont rester coincés avec leurs enfants à la maison, genre, quelle horreur, nanani, nanana, tu vois. Mais je veux dire, les parents, ils savaient c'était quoi des enfants, enfin, il n'y a pas de quelle horreur et tout. Je veux bien, ok, penser aux parents qui vont devoir s'occuper de leurs enfants. C'est un fait. C'est pas évident de s'occuper des enfants tout le temps, toute la journée. Forcément, tu vois, de rester enfermé avec des gosses, surtout si t'as plusieurs enfants qui courent dans tous les sens toute la journée, qui sont hyper kinatiques. Tu peux pas contrôler ce genre de choses, ok. Mais le problème, c'est qu'ils poussent le vice un peu plus loin, qui est vraiment genre, j'ai vu ça sur Instagram vite fait de plusieurs influenceurs qui ont fait des vidéos et tout, hein, de sketch en mode les enfants c'est insupportable. Pensez à Hugo qui avait oublié que les enfants c'était un tel enfer, que maintenant il va pas savoir quoi leur donner à bouffer, qu'ils vont le faire chier toute la journée. Enfin je sais pas, moi je trouve pas ça bien. Je trouve que c'est encore une façon de mettre dans la pensée générale des gens qu'un enfant c'est con, qu'un enfant c'est chiant, qu'un enfant ça casse les couilles, et qu'un enfant, voilà, tu vois, enfin je suis pas d'accord. Un enfant, c'est pas neuf en fait, c'est pas un scoop, qu'un enfant il faut s'en occuper en fait. Je voudrais aborder le point suivant maintenant. Tu n'es pas une autorité sur l'enfant, jamais en fait. Le concept du parent qui est l'autorité sur l'enfant, pour moi ça n'existe pas. T'es pas le chef, je suis pas d'accord avec ça. Vous faites comme vous voulez, je dis tu, mais c'est un tu général, c'est un tu de rhétorique, c'est comme ça que je m'exprime. Mais moi mon bail, c'est je considère pas Momo comme quelqu'un qui me doit obéissance. Je considère Momo comme quelqu'un qui me doit le respect,
à condition que je la respecte. C'est comme ça que je vois le bail, tu vois. Je considère Momo comme une responsabilité que j'ai et je suis responsable d'elle. Et de ce fait, je dois prendre des décisions pour m'assurer qu'elle est bien, qu'elle a chaud, qu'elle a le ventre plein et qu'elle est heureuse, elle est bien éduquée et qu'elle va pouvoir bien vivre en société dans le futur. C'est ma responsabilité, mais ça ne fait pas de moi une figure d'autorité ou une figure de supériorité par rapport à mon enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai du mal aussi avec ça, et je sais que c'est pas du tout de votre faute, je vous jette pas la pierre parce que t'as des gens qui disent oui mais enfin, c'est quand même toi le patron, mais je considère pas que je suis le patron. Patron, tu parles vraiment d'une relation d'autorité d'un patron avec un employé. Le patron paye l'employé et de ce fait l'employé doit des services au patron et le patron a un pouvoir entre guillemets presque absolu sur l'employé sous prétexte qu'il le paye et que ça lui sert pour bouffer à l'employé, tu vois. Je suis pas d'accord, enfin je veux dire l'employé dans ce cas-là, encore une fois c'est le fait que l'employé est venu de plein gré ou peut-être pas, ça dépend de toutes les situations, pour travailler parce qu'il veut travailler dans cet endroit, parce qu'il a les capacités ou pas. Enfin, tu vois, c'est pas la même relation. Je suis pas d'accord. Et il n'y a pas de relation d'amour entre le patron et l'employé. Il n'y a pas de relation de sang. Ton patron, je sais qu'on peut utiliser le concept de oui, le boulot c'est la famille, nanana, tu vois. Mais ton patron, c'est pas ton pote. Mon enfant, c'est pas mon pote. Mon enfant, c'est mon sang. C'est moi qui ai pris la décision de le mettre au monde et j'en ai la responsabilité. La responsabilité de le protéger. C'est pour ça que j'ai la responsabilité d'utiliser tous les moyens qui sont en mon pouvoir pour lui faire comprendre par exemple qu'elle peut pas mettre sa main dans le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut pas. Donc est-ce que je vais lui dire une fois non Momo, si tu mets ta main dans le feu tu vas te brûler, nanana c'est dangereux. Elle va pas comprendre parce que c'est un petit enfant. La fois d'après il va falloir que j'use d'un autre stratagème. Peut-être que je lui fasse non, pourquoi tu fais ça? Non, que je lui montre que je suis en colère. Peut-être que la fois d'après il va falloir que je la punisse parce qu'elle aura de nouveau essayé de mettre sa main dans le feu. Je vais la punir en la mettant dans sa chambre par exemple, je sais pas. Je vais la punir en la boudant pendant quelques minutes en lui montrant que je suis vraiment... J'en sais rien, tu vois, j'invente. Cette situation n'est jamais arrivée de toute façon. J'invente un bail, tu vois. Mais il n'y a pas de... Qu'est-ce que je t'ai dit? Pourquoi tu m'écoutes pas? C'est moi le patron ici. Tant que tu vis sous mon toit, tu dois écouter ce que je te dis. Et de toute façon, t'as rien à dire. Je pense pas comme ça, tout simplement. Voilà. Après, on en reparlera quand Momo aura 17 ans, qu'elle va rentrer là, qu'elle va peut-être me voler de l'argent dans mon portefeuille pour aller s'acheter de la bœuf. J'en sais rien, j'invente une situation là, peut-être que j'aurai un autre discours, tu vois. Mais en même temps, si elle fait ça, c'est qu'encore une fois, on n'a pas de relation de confiance. Et pour moi, le plus important, c'est qu'on ait une relation de confiance et de respect et pas une relation d'autorité. Pour moi, ce qui est important avec Momo, c'est qu'elle ne fasse pas quelque chose, pas parce qu'elle a peur d'être punie, mais parce qu'elle n'a pas envie que je sois fâchée ou parce qu'elle sait et qu'elle comprend que si elle le fait, ce n'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je réfléchis avec mon enfant. On pourra en parler de manière plus approfondie si ça vous intéresse, hein, parce que j'aime bien parler de ce genre de choses et parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi et ça peut être intéressant juste échanger les trites. Et c'est la raison pour laquelle aussi, et je pense que beaucoup de gens auront remarqué, je ne parle pas à Momo comme si elle était conne. Parce que justement j'ai cette relation de respect et que c'est important pour moi qu'elle sente qu'elle est mon égale. Pour moi ma fille, elle est mon égale, mais je suis responsable pour elle. Tant qu'elle ne sait pas prendre ses propres décisions elle-même, ou que tout simplement elle sait pas aller toute seule à l'hôpital, vous voyez tous ces trucs là, tant qu'elle ne sait pas légalement signer des choses par elle-même, je suis officiellement, légalement responsable du bien-être de mon enfant. Et c'est ça qu'elle doit comprendre. Je suis responsable de son bien-être et si je prends une décision, c'est pour son bien. Ce n'est pas pour la faire chier, ce n'est pas pour la punir et j'ai envie qu'elle et moi, c'est ce que je souhaite. Est-ce que c'est quelque chose que je vais parvenir à obtenir de notre relation? Je ne sais pas, d'accord? Je suis pas la meilleure maman du monde de toute façon. Toutes les mamans sont les meilleures mamans du monde à partir du moment où elles font de leur mieux. Mais il n'y a pas une maman qui est meilleure qu'une autre. Pour moi, c'est hyper important que ce soit clair. Qu'il n'y ait pas de culpabilité pour les mamans qui n'ont pas le temps, pour les mamans qui doivent travailler, pour les mamans qui n'ont pas la patience. Si tu n'as pas la patience, ce n'est pas ta faute.
Ce n'est pas de la faute de quelqu'un si dans son tempérament c'est pas quelqu'un de patient. Pour moi, c'est la relation de respect qui est le plus important entre Momo et moi, et c'est pour cette raison-là qu'en fait, et ça j'ai été énormément critiquée depuis qu'elle est née, on m'a toujours critiqué de lui laisser faire beaucoup de choses par elle-même. Je vais vous donner des exemples concrets où vous allez me dire mais c'est inconscient Zoé, qu'est-ce que tu fais? Depuis toute petite, elle a rarement eu découvert pour bébé par exemple. Elle utilise la même vaisselle que nous. Bien sûr, elle va pas utiliser le méga couteau hyper coupant pour faire la cuisine, mais j'ai pas de problème à lui donner une fourchette normale. Bien sûr, je lui donne une petite fourchette, mais c'est une fourchette en argent normale. Et on m'a beaucoup fait de remarques par rapport à ça, mais c'est juste parce que pour moi, Momo c'est mon égale et elle est pas conne. À partir du moment où j'ai vu qu'elle avait les capacités motrices de tenir une fourchette correctement, elle a eu une fourchette normale. J'ai jamais eu d'accident avec ça. Et après, si elle veut marcher avec sa fourchette dans la maison, je la laisse faire parce que pour moi c'est important qu'avec Momo on ait une relation de confiance. Je fais confiance à mon enfant en fait. Tant qu'elle dépasse pas la limite de faire quelque chose de vraiment grave, je lui fais confiance tout simplement. Et t'as plein de gens qui disent ouais tu la laisses marcher avec une fourchette mais c'est hyper dangereux. Momo elle a tendance souvent à prendre son assiette et à aller manger ailleurs parfois que sur la table. Je lui fais confiance par rapport à ça. Bien sûr à partir d'un certain moment il va falloir qu'on mange tous ensemble. De toute façon moi aussi, tu vois, moi je mange pas toujours à table. Pourquoi est-ce qu'elle serait obligée de manger toujours à table si moi je mange pas toujours à table? Un autre exemple où je me suis fait beaucoup critiquer, c'est les escaliers. J'ai toujours laissé Momo monter et descendre les escaliers. J'ai été critiquée dans le sens ouais, il faut que tu protèges les escaliers, il faut que tu mettes une barre et tout. Et moi je suis là non parce que ça montre qu'elle est inférieure à moi et qu'elle est moins capable que moi. Moi elle me voit monter les escaliers, donc c'est pas juste qu'elle puisse pas essayer de monter les escaliers. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est pas normal et ça met l'enfant, en fait je trouve personnellement, ce n'est que mon point de vue, encore une fois je suis pas pédiatre, je suis personne pour dire ça, je parle que d'expérience personnelle, mais ça met l'enfant dans une situation de manque de confiance en lui-même, de toujours le traiter comme si il était con et comme si il était pas capable et comme si c'était une pauvre petite chose qu'il fallait toujours protéger. Tu vois, faut rester logique. Si tu veux que ton enfant il apprenne à faire des choses, il faut aussi lui laisser faire les choses. Enfin, je trouve ça important aussi, sans le pousser à faire les choses, juste le laisser. Si ton enfant éprouve le désir de monter et de descendre les escaliers, accompagne-le. Ne le prive pas de cette activité, accompagne-le. Du coup, oui, quand Momo a commencé à monter les escaliers, j'ai jamais eu le réflexe de la porter directement et de monter directement avec elle en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Elle monte les escaliers, je lui dis Momo, fais attention quand même, c'est dangereux, mais je suis toujours à côté d'elle. Et je monte marche par marche avec elle, mais je la touche pas, hein. Je l'ai jamais touchée pour quand elle monte les escaliers. Je la laisse monter et j'essaye et j'attends que elle me demande de l'aide parce que je veux que elle et moi on ait cette relation de confiance où moi je lui fais confiance et je lui fais aussi confiance dans le sens où quand le jour où elle a besoin d'aide elle va me le demander. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas pourquoi pour moi ça me semble la façon la plus naturelle d'élever Momo, mais après c'est Momo et c'est moi et j'ai le temps que j'ai. Moi j'ai le temps de passer 40 minutes à monter les escaliers. J'ai le temps, donc je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez pas le temps, que vous n'ayez pas le temps de vous investir comme ça. Et j'ai rien à dire, j'ai juste à fermer ma gueule par rapport à ça. Chaque parent fait comme il peut, chaque enfant est différent. Et pour descendre les escaliers, pareil. Maintenant, elle le fait toute seule. Bien sûr, je garde toujours un œil sur Momo quand elle monte et qu'elle descend les escaliers. Mais ça me semble normal de lui laisser cette liberté-là. Et c'est pour ça aussi que maintenant son lit est ouvert, par exemple. Maintenant, elle a juste un matelas posé par terre. C'était une grosse erreur que j'ai faite, je trouve, en tant que maman, mais c'est mon erreur à moi. C'est pas parce que vous le faites que vous faites une erreur, c'est de mettre mon enfant dans un lit fermé. Je regrette beaucoup d'avoir fait ça parce que c'est encore une fois dire à ton enfant voilà, j'ai décidé que maintenant tu ne bougeais plus. Je ne te fais pas confiance. Tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de jouer. Quand je te dis que tu dors, tu dois dormir, c'est moi qui décide. Ça, je suis pas d'accord avec cette façon de faire non plus. Mais après, encore une fois, on n'a pas tous le luxe de pouvoir se lever au milieu de la nuit pour s'occuper de son gosse, tu vois. Donc encore une fois, on en reparlera de tout ce qui est mettre son enfant sur un programme. Tout le monde a des théories différentes. Moi, ça marche très très bien de ne pas avoir de programme avec Momo. On suit le rythme de notre journée et on se respecte mutuellement chacune dans le rythme de notre journée. Et je pense que vous l'aurez remarqué, ceux qui me suivent sur Instagram, quand on live, Momo, elle est hyper respectueuse de mon rythme et moi, je suis également respectueuse de son rythme. C'est hyper important pour nous. Je pense que c'est important pour elle aussi finalement, vu que c'est comme ça qu'elle a été élevée. Franchement, j'ai regretté parce que pour moi, c'est encore une fois imposer à l'enfant un choix qu'il n'a pas fait et un choix qui n'est pas forcément nécessaire en ce qui me concerne. C'est-à-dire que pour moi, si j'ai un autre enfant, il n'aura pas de lit fermé. Bien
bien sûr, quand je voyage, un lit parapluie, hyper utile, ça empêche ton enfant de tomber du lit, ça empêche ton enfant de toucher à des objets non adaptés qui se trouvent dans une pièce. Quand tu voyages, tu sais pas dans quelle pièce tu peux te retrouver, donc un lit parapluie, donc un lit avec des espèces de murs là, en tissu, c'est l'idéal évidemment pour protéger ton enfant. Encore une fois, pour moi, c'est hyper important de faire la part des choses entre protéger et respecter. Il faut que les deux puissent s'emboîter correctement. Parfois, tu es obligé, par respect pour ton enfant, de le priver de certaines choses pour le protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est encore un autre aspect de la relation avec l'enfant, de la maltraitance, voilà. Mais à la maison, si ton enfant a une chambre où il n'y a rien de dangereux dans la chambre, je ne comprends plus à l'heure actuelle l'intérêt de mettre ton enfant dans un lit fermé. Si ça se tombe, il se réveille pendant la nuit, il a besoin d'explorer des choses. Le cerveau de ton enfant, c'est pas à toi de décider, en fait, je trouve personnellement. Après, t'as des pédiatres, des éducateurs qui vont peut-être dire le contraire, mais moi je trouve qu'avec Momo, ça a fonctionné du tonnerre pour son développement. C'est de respecter en fait son cycle du sommeil, son cycle de nourriture, son programme à elle en fait. Parce que je pars du principe que ton enfant, s'il se réveille la nuit, c'est que son cerveau est actif. Soit qu'il a faim, donc tu te dois de lui donner à manger, je trouve que c'est important pour son développement. Soit c'est l'opportunité à saisir pour qu'il se développe, pour qu'il apprenne des nouvelles choses. Il est actif, c'est une très très belle chose. Et j'ai beaucoup de mal avec le concept de nouveau de pas laisser dormir son enfant quand il faut pas qu'il dorme parce que c'est le programme, parce qu'on a décidé. En fait, on a un programme, mais on a une horloge naturelle et c'est important de laisser ton enfant s'adapter. Il a besoin de temps pour se mettre sur son horloge naturelle à lui. Et si Momo voulait rester réveillée toute la nuit, je restais réveillée toute la nuit avec elle. Après, j'ai le luxe, je sais, et c'est pour ça que je n'ai rien à dire aux autres mamans. Chacun fait de son mieux. J'ai le luxe de pouvoir rester avec elle la nuit réveillée et de faire des activités. Après, encore une fois, je connais les contraintes que la société peut nous imposer. Par exemple, quand je voyage, pas chez les parents de Mohi, mais dans ma famille en Belgique, mes parents, ils travaillent encore, donc forcément, quand Momo est là, elle est décalée, elle est sous le décalage horaire, donc forcément, elle va pas dormir la nuit. Moi, forcément, de mon point de vue à moi, je ne veux pas la forcer à dormir, mais mon père travaille, et mon père travaille très dur, et tout le temps, et toute la journée, et c'est pas, il dort 3 heures par nuit. Si pendant ces 3 heures, Momo passe son temps à jouer, à rigoler, à courir dans la maison, c'est pas possible en fait. Et c'est pour ça que je peux vraiment comprendre les parents qui sont obligés de suivre certaines règles imposées par la société dans laquelle on vit. Et j'ai rien à dire, j'ai juste à fermer ma grande gueule à ce niveau-là. Mais je trouve quand même, d'un point de vue personnel, j'ai été énormément critiquée parce que chez moi, je laissais Momo se réveiller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et que je ne lui imposais pas de cycle de sommeil. Mais il faut savoir que Momo, une fois qu'elle dormait, une fois qu'elle faisait sa nuit, après dire sa nuit c'est un grand mot, mais une fois qu'elle faisait sa nuit, qu'elle prenait ses 9 à 12 heures de sommeil, elle les prenait en une tute. Donc c'est pour dire qu'elle avait quand même son programme, mais c'était son programme à elle au moment où son cerveau était actif et je l'ai toujours respecté. Ça fait partie de ma manière de respecter mon enfant. C'est très très important aussi de se dire qu'il y a une énorme différence entre respecter son enfant et être bien dans sa peau et respecter son enfant en se manquant de respect à soi-même. Il ne faut jamais que le parent soit en dessous de l'enfant. Pour moi, c'est important que ce soit égal. Votre santé mentale est importante aussi. Donc avec Momo, si il y a des jours où je suis fatiguée, que je suis excédée, des jours où je suis malade, tout simplement, je vais lui dire que je suis malade et que ça va pas. Et forcément, elle comprend pas parce que c'est un enfant, mais elle comprend les émotions parce que les enfants sont très souvent hypersensibles et que si vous avez une relation avec votre enfant, une relation de respect, votre enfant va s'inquiéter pour vous et votre enfant va vouloir que vous alliez bien. C'est ce que j'ai avec Momo très souvent. La plupart du temps, elle comprend. Si je vais mal, que je suis fatiguée, que j'ai besoin de travailler par exemple pour ma chaîne YouTube en un coup, que j'ai une urgence ou quoi, que j'ai un appel très important médical ou quoi, je lui dis écoute Momo, maman est pas bien, tu vas passer quelques heures dans ta chambre aujourd'hui parce que je peux pas. Et je préfère ça plutôt que de lui manquer de respect et d'être méchante avec elle, de prendre le risque d'être méchante avec elle, de prendre le risque qu'il y ait un accident à la maison parce que je suis trop fatiguée et que du coup je manque d'attention et que c'est arrivé avec Mohi par exemple. Le jour de la fête des pères, j'ai appelé mon papa. Mohi m'a dit qu'il allait s'occuper de Momo pendant 30 minutes le temps que j'appelais mon papa et il s'est endormi et il a laissé Momo malheureusement jouer avec une boîte de médicaments. On venait d'emménager dans la maison ici et on avait engagé une équipe de déménageurs et on ne savait pas ni lui ni moi qu'il y avait une boîte de médicaments cachée dans cette armoire puisque c'est les déménageurs qui l'avaient mise à cet endroit-là. Elle n'avait pas mangé les médicaments, mais dans le doute, quand je suis rentrée dans la pièce, il dormait, il y avait les médicaments, elle avait ouvert la boîte, on a dû courir à l'hôpital toute l'après-midi et tout. C'est le genre de risque que tu prends en étant un parent fatigué et dans ce cas-là,
tu manques à ta responsabilité de protéger ton enfant. Et dans ce cas-là, je préfère encore négliger mon enfant en le mettant seul dans sa chambre. Bien sûr, je prends la peine de vérifier qu'elle ait changé, qu'elle a mangé, qu'elle a chaud, qu'elle a des jouets, qu'elle a la possibilité de dormir si elle en ressent le besoin, notamment avec son lit qui est ouvert. Donc voilà, c'est tombé. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Avec son lit qui est ouvert, donc elle peut aller se coucher quand elle le désire. Je check ça et j'ai le moniteur, bien sûr, vous savez très bien, j'ai mon moniteur de la mort toujours avec moi, avec le son en cas où il y a une catastrophe. Si elle se met à hurler, bien sûr que je vais courir aller la voir. Mais si je suis pas bien, moi, voilà, c'est pas l'heure, elle fait pas ça, c'est tout. Mais moi, je vais me reposer 1 heure. Je vais faire ce que j'ai à faire. Momo, tu vas rester dans ta chambre. Je suis désolée, j'ai pas le time. Et voilà. Donc il y a aussi ça qui est important, hein. Donc faut pas culpabiliser non plus de parfois se dire juste ok, je me sens pas bien. Et même si vous êtes, peut-être vous allez avoir l'impression que vous êtes des parents paresseux si vous le faites souvent, mais c'est pas grave de le faire souvent en fait. Enfin, si vous vous sentez pas capable, c'est pas grave de pas être capable, je pense. Moi, il y a plein de choses que je suis pas capable de faire, vraiment. Je pourrais vous en parler dans une vidéo, mais il y a plein de choses en tant que maman où je suis incapable. J'ai des gros problèmes d'autorité par rapport à ma fille, parce que j'ai tellement tout le temps envie de lui faire plaisir que souvent je manque à mon devoir de responsabilité envers elle et que je lui inculque des choses que je devrais pas faire. Par exemple, parfois je lui donne trop de quelque chose. Voilà, c'est pas forcément bon pour elle de manger ça. Par exemple, ces derniers temps, vous savez quoi, avec le confinement et tout, on est toujours à la maison, ça me fait de la peine pour elle. Du coup, on a des espèces de veggie strips. C'est encore, bon, bien sûr, c'est un truc vegan, c'est un truc avec des légumes, pas de GMO. Bien sûr, je vais pas lui donner des bonbons et du gâteau au chocolat, hein, attention, hein, c'est pas de ça que je parle, je lui donne pas. Voilà, mais c'est des espèces de chips pour enfants. Et c'est pas ouf, c'est des snacks. Et malheureusement, elle adore ça. Et j'ai acheté ça justement en prévision du confinement. Et ça me fait de la peine du coup. Mais je lui en donne plein parce qu'elle en veut tout le temps. Et moi, je sais pas dire non. Je sais pas dire non parce que c'est de la bouffe en soi. Comment tu veux dire non pour de la bouffe qui est même pas entre guillemets malsaine? Mais du coup, ça fait que je lui apprends à manger des snacks. Je me sens pas bien de ça parce qu'à la base, Momo... parce que du coup, j'essaye d'économiser toutes mes mandarines et mes bananes. Et normalement, Momo, elle mange des mandarines et des bananes en snack. Mais maintenant, elle mange des veggie strips. C'est des espèces de chips aux légumes. Alors tu vois, il n'y a pas des trucs vraiment très mauvais hein, dans les ingrédients, mais voilà, je sais que c'est pas ouf de donner des chips entre guillemets à ton enfant parce que ça donne une mauvaise habitude. C'est pas vraiment le contenu, mais c'est plutôt la mauvaise habitude que je lui donne. Et je sais pas dire non, voilà. Donc c'est juste pour vous dire que voilà, je fais la meuf et tout, mais qu'il y a plein de choses où je manque à mon devoir et je sais que c'est normal en fait de manquer à son devoir parfois, mais c'est pas la fin du monde. Tant que c'est pas avec une intention de malveillance, c'est pas la fin du monde. Et si vous êtes très fatigué parce que vous travaillez beaucoup ou que vous avez plein de problèmes de santé et tout, je trouve pas que ce soit grave à partir du moment où vous mettez votre enfant en sécurité, que votre enfant il a chaud, que votre enfant il n'a pas faim, que votre enfant il a pas soif et que votre enfant il a de quoi s'occuper. Je crois pas que ce soit grave en fait d'isoler votre enfant pendant quelques heures, peut-être même tous les jours, j'en sais rien, ça dépend de vous. Si vous avez besoin de vous reposer parce qu'en réalité vous mettez plus votre enfant en danger en vous forçant à vous occuper et à l'occuper alors qu'en fait vous êtes trop fatigué ou que vous êtes à cran, que vous avez des problèmes, vous prenez le risque de mal parler à votre enfant, de vous en vouloir et de créer une situation d'effet boule de neige en fait, où vous allez vous en vouloir, ça va créer un mauvais sentiment, votre enfant risque de pas comprendre pourquoi vous êtes à cran, pourquoi ça vient comme ça tout de suite et tout. Sur ce les treats, dites-moi si vous voulez que j'en parle encore de ce sujet. Pour moi c'est un sujet hyper important là, parce que ok c'est pas la maltraitance genre taper sur votre gosse et tout, mais pour moi c'est quand même c'est un peu une forme de maltraitance envers l'enfant, une maltraitance psychologique envers l'enfant et envers vous-même en fait. Je pense que c'est une maltraitance de groupe, je sais pas si c'est un nom en psychologie, mais je trouve que vous vous maltraitez vous-même en essayant de faire plus que ce que vous êtes capable de faire et je pense que être capable de reconnaître qu'on n'est pas capable peut vraiment sauver votre relation avec votre enfant. Et il y a plein de choses que je suis pas capable de faire et j'assume complètement mes lacunes de maman. Voilà. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça. Et je suis peut-être pas la meilleure maman du monde, mais je fais de mon mieux et ça fait de moi la meilleure maman pour Momo. Point. Et vous êtes les meilleurs parents pour votre enfant. Mais vous n'êtes pas les meilleurs parents du monde. Et il n'y a pas un parent qui est meilleur qu'un autre. Ça c'est certain. Mais clairement, si vous aimez votre gosse, vous êtes la meilleure chose qui puisse leur arriver dans leur vie. Vous êtes tout ce dont ils ont besoin. Vous êtes tout. Vous êtes les meilleurs pour votre enfant. Non, vous n'êtes pas meilleur que moi. Et je ne suis pas meilleure que vous. Mais vous avez compris le message. Sur ce les treats, je vous adore. Je reprends. Sur ce les treats, je vous adore parce que ma voix est partie en couille. Oh Pascal et Sama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous.